Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, avec Florent, on a la grande joie d'accueillir Mathieu Bregegger. Mathieu est préparateur mental d'athlètes français de haut niveau, aussi bien de jeunes talents que des champions olympiques. Florent et moi, on est aussi coach mental pour athlètes et Mathieu a été et il est encore vraiment une grande source d'inspiration pour nous. C'est pour ça qu'on est vraiment très heureux de pouvoir prendre ce temps avec lui. Son approche est profondément humaine et relie évidemment la performance sportive, mais aussi le bien-être, l'épanouissement personnel et la pratique de la méditation. Et personnellement, je suis toujours bluffé par la précision et la clarté avec laquelle Mathieu parle de méditation. Et du coup, je me réjouis vraiment beaucoup de l'entendre à nouveau aujourd'hui. Et Mathieu est aussi un ancien joueur de rugby de haut niveau. Et aujourd'hui, ben, il met toute cette expérience au service de l'accompagnement d'athlètes du point de vue du mental. Donc, mon cher Mathieu, merci beaucoup d'être là avec nous. Ben, avec joie. Je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, merci d'être là, de prendre ce temps. C'est beaucoup de joie de faire ce podcast ensemble. Et puis pour commencer, peut-être est-ce que tu peux te présenter un peu plus? On a tiré un peu les traits assez rapides, mais on se demandait est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir accompagner les athlètes dans le développement vraiment de leur mental, puisque c'est vraiment ça ta spécialité? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, avec voix. Et donc, en effet, au début, je pense que le plus important à dire, c'est que le sport, c'est ma passion, de manière générale. Ouais. Et ça a été une pratique qui a été au cœur de ma vie très, très jeune. Donc, comme tu le disais, Jackson, notamment à travers un sport collectif qui est le rugby, où j'ai eu la chance de jouer dans un club qui était dans une phase de professionnalisation. Maintenant, le rugby était professionnel, mais j'ai découvert ce que c'était la professionnalisation quand j'étais jeune à Castres. Donc, Castres Olympique, c'est voilà, un club de première division de rugby. Et j'ai joué toutes les catégories jeunes là-bas. Et donc, voilà, le sport, on va dire que ça m'a sauvé parce qu'en parallèle, le reste de ma vie était plutôt catastrophique, notamment dans le rapport que j'avais à l'école. Et donc vraiment, le sport, ça a été la bouée de sauvetage et ça a été le lieu où je sentais qu'il était possible que quelque chose de mon être s'accomplisse, se réalise. Je me sentais à la hauteur de la possibilité de ce qu'était un être humain. Voilà. Et je sentais que je pouvais mais à la fois faire des choses qui étaient admirées, vues, et puis moi, je me sentais vraiment bien dans ma peau à cet endroit-là de ma vie, alors que dans beaucoup d'endroits, je me sentais pas du tout bien. Donc ça a été voilà, un des éléments qui est marquant et qui fait qu'aujourd'hui, après plein de choses qui sont passées dans ma vie, je suis revenu au sport. Et depuis cette expérience de sportif de haut niveau, voilà, il y a eu un métier qui m'a parlé à partir des difficultés que j'ai eues dans ma vie scolaire. Il y a eu un métier qui m'a appelé, c'est l'éducation spécialisée, la possibilité de travailler avec des personnes en difficulté, être un accompagnant. Et j'ai fait des études donc d'éducateur spécialisé bon, en France. Et donc, c'est 3 ans d'études où on apprend vraiment l'intelligence relationnelle, la possibilité de travailler son écoute, son observation. Et c'est là que j'ai nourri aussi cette appétence, ce désir d'aller à la rencontre de l'autre, de rentrer dans son univers. Et c'est là que j'ai rencontré énormément de cultures différentes. Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents et des jeunes adultes de culture et d'origine sociale complètement différentes de la mienne. Et ça m'a obligé à rentrer dans une dynamique relationnelle où je devais sortir de mes propres zones de connaissances personnelles, de mes valeurs propres, de ma manière de voir le monde pour essayer de faire un déplacement psychique pour rentrer dans le monde de l'autre. Et ça a été vraiment une passion. J'ai découvert que c'était possible et que l'être humain, avait cette capacité de sortir de soi-même et de son propre fonctionnement pour aller ouvrir un espace commun avec l'autre et que de cette relation pouvait amener une vraie de cette rencontre pouvait et de cette relation de confiance pouvait se tisser un parcours de dépassement de ses propres limites. Voilà, de voir qu'il y a des jeunes comme ça qui étaient très très enfermés et qui étaient capables à partir de la relation de confiance qui pouvaient dépasser leurs limites et sortir
en tout cas là, moi j'ai beaucoup travaillé dans des quartiers populaires très difficiles, et ben, des jeunes voilà, qui sortaient du quartier, qui faisaient des choses par la relation. Donc la puissance de la relation. Donc ça a été un élément de mon parcours. Et puis voilà, à un moment, j'ai rencontré la pratique de la méditation et qui a changé complètement ma vie dans la possibilité, notamment, il y a plein de choses qui ont changé, mais un des points, ça a été la rencontre avec la possibilité d'être au monde corporellement, sensoriellement. Alors qu'en fait, alors que je pensais que j'étais pas quelqu'un d'intellectuel, parce que j'avais du mal à l'école et tout ça, même si j'avais eu des réussites à l'école d'éducateur, mais là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ah oui, si j'apprenais à relier mon corps et mon esprit, à relier quelque chose naturel, en fait, hein, qui était coupé par notre temps aussi. En fait, je passais beaucoup de temps à analyser, à analyser ma vie à partir de la tête, mais pas assez corporellement. Et ben là, du coup, ça a changé complètement ma manière d'être dans le quartier où je travaillais. De vraiment assumer le fait de marcher dans la rue et d'y être vraiment. Et j'ai vu que ça me permettait aussi dans la relation d'aller encore plus loin parce que quand j'étais dans une relation d'écoute corporellement présent, ben, ça a amené encore une autre dimension que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est la pratique de la méditation et ça amène plein d'autres choses. Et ça m'a tellement passionné que je suis devenu enseignant de méditation, que j'ai commencé à transmettre la méditation à des ados, des jeunes adultes, notamment dans les collèges, dans les lycées, dans le milieu de l'éducation. Et ça a très, très bien marché. Et je suis devenu à ce moment-là auto-entrepreneur. Et la transmission de la pratique méditative est devenue le cœur de ma vie. Et derrière, en arrière-fond, toujours cette passion du sport, de la relation et donc de cette approche méditative. Et c'est presque naturellement qu'à un moment, je me suis dit, tiens, les sports, j'étais toujours donc passionné de sport, je regardais toujours le sport à la télé, je suis toujours les applications de sport, ouais, j'ai les notifications qui viennent, donc je suis à peu près tous les sports. Donc ça a toujours été, voilà, c'est toujours au cœur de ma vie. Et à un moment, par hasard, dans un stage de méditation que j'enseignais, puisque j'enseigne la méditation à des adultes, dans le cadre de réseau, l'école de méditation, et un stage comme ça, je dis, voilà, je rêverais un jour. C'est parti vraiment d'un truc anodin dans un stage où je dis, voilà, imaginez que des sportifs de haut niveau qui ont du coup un rapport à eux-mêmes d'excellence et de performance, découvrir la pratique de la méditation telle qu'on la transmet nous dans notre école et qui découvrent notamment un esprit, un espace qui s'appelle Foutez-vous la paix, où ils peuvent juste se foutre la paix, être complètement comme ils sont, comment ça changerait totalement leur manière d'entrer en rapport à leur sport et ça changerait aussi la possibilité de vivre leur sport de manière beaucoup plus profonde. Et puis, je dis ça, et imaginez-vous, je dis, imaginez-vous que Kylian Mbappé fait un, un visio et qui dit qu'il est en train de méditer, comment ça changerait aussi le monde, comment ça influencerait aussi les gens, parce que les gens disent, ah ouais, donc par la méditation, je peux aussi changer quelque chose de mon rapport au monde, de mon attitude vis-à-vis des autres. Et il y avait une ancienne sportive de haut niveau dans la salle, je ne savais pas, hein, qui m'a contacté et qui m'a mis en relation avec une première sportive. Et c'est là que je me suis dit, tiens, la préparation mentale, ça pourrait être génial. Et que j'ai relié un peu toutes mes expériences autour de ce projet avec cette athlète et qui a été la première athlète que j'ai accompagnée. En parallèle, je me suis formé à la préparation mentale. En parallèle que je l'accompagnais, elle était en équipe de France d'escrime, donc de suite une athlète de très très haut niveau. Donc pour moi, c'était un rêve qui s'accomplissait très très vite. Et voilà, j'ai fait du sur-mesure, et tout donné dans cet accompagnement et ça a tellement bien fonctionné que après le monde de la préparation mentale s'est ouvert, j'ai fait d'autres rencontres et maintenant voilà, c'est une de mes passions et je suis très heureux de faire ça. Euh, Peut-être avant d'aller plus en profondeur sur toi, ce que tu fais avec les athlètes et ton approche, mais ben, à partir de ce moment-là où tu as tout d'un coup lancé cette idée et quelque chose de nouveau est né d'amener la méditation dans le sport, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup là depuis une année ou deux, c'est de comprendre aussi un peu, ben, faire un état des lieux de où en est l'entraînement mental, quelle est la place de l'entraînement mental dans le sport. Ben, nous, en Suisse, en France et internationalement, je regarde pas mal ce qui se fait aux États-Unis et j'ai l'impression qu'on n'est pas tous au même endroit par rapport à ça. Donc, comment toi, est-ce que tu vois déjà la chose si on pose un peu le cadre? En effet, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je ne connais pas aussi bien que toi les États-Unis, mais de ce que je vois de loin, je pense qu'on est assez en retard en France. En Suisse, je ne sais pas trop non plus. Mais je sais qu'en France, c'est une question qui commence à prendre de la place, de plus en plus de place, notamment par rapport aux derniers Jeux Olympiques là où à Paris, où on a vu, voilà, des athlètes
qui parlaient assez ouvertement, ce qui n'était pas le cas, en tout cas des athlètes français. Je pense à Marchand qui parlait qu'il avait un accompagnement, enfin, il avait un accompagnement mental et que c'est grâce à cet accompagnement mental-là qu'il avait développé un autre rapport à son sport et du coup qu'il avait pu gagner. Donc ça commence à s'ouvrir, à se démocratiser en France, mais encore, j'ai l'impression que les gens en France, les athlètes, font appel à une préparation mentale quand quelque chose ne va pas. Et pour moi, c'est un signe qui montre que c'est pas encore le moment où ça a pris entièrement sa place. Parce qu'au fond, pour moi, un athlète ou une athlète, ça fait partie des piliers de la préparation. La préparation mentale fait partie des piliers obligatoires, comme la préparation physique, comme la préparation maintenant nutritionnelle, comme voilà le côté stratégique et technique. Le mental fait partie des piliers de la préparation d'un sportif ou d'un sportif de haut niveau. Donc, ça devrait même pas être une réflexion de si ça va ou si ça va pas. Ça devrait être dans le projet de la personne, dès le départ, que ça aille ou que ça aille pas. Parce que de toute façon, il y a des points qui sont travaillables. Mais là, aujourd'hui, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de l'escrimeuse, le premier contact et cette première relation, je l'ai eu parce qu'elle était en dépression. C'est pour ça qu'elle était prête à demander un préparateur mental. Autrement, elle aurait dit, ah, mais non, non. Parce que de suite, quand on voit préparation mentale, de suite, en France en tout cas, il y a cette idée que, ah, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'ils le font appel quand ils ont l'impression que quelque chose ne va pas. Donc, mais pour moi, là, ça veut dire que c'est pas encore complètement, ça ne veut pas encore faire complètement partie du décor. Et même, tu vois, vous voyez, comme Thomas Samut, là, qui est un des préparateurs mentaux, justement, qui a accompagné Marchand et qui a des résultats de malade, qu'il a depuis longtemps, qui consacre toute sa vie à ça. Eh ben, il expliquait là dans un dialogue, dans une interview qu'on a vue il y a pas longtemps, justement, que dans les fédérations françaises, c'était encore bloqué. C'est-à-dire qu'un préparateur mental vienne comme ça dans le staff, c'est encore une exception. Voilà. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs jouent ce rôle-là et parfois, ils ne peuvent pas tout tenir en même temps. C'est trop difficile de tout faire, d'avoir tous les rôles en même temps. Donc voilà, pour moi, non, c'est pas encore développé, mais bien sûr que ça va dans ce sens. Et j'ai bon espoir que dans quelques années, les gens ne se poseront plus la question d'en avoir ou de pas en avoir quand ça va pas. Ils en auront un, c'est tout. Merci beaucoup pour cette précision. Ouais, en t'entendant, j'ai vraiment aussi l'impression que pour beaucoup de gens, ça évoque aussi le fait que les athlètes, ils sont naturellement forts mentalement parce qu'ils sont performants avec leur corps et qu'on ne fait pas cette distinction-là. Et de ton point de vue, est-ce qu'il y a vraiment des besoins et des défis un peu particuliers, des défis mentaux évidemment, à ce que les athlètes rencontrent? En effet, il y a ouais, une des grandes parts, tu as raison, c'est vrai, peut-être une des raisons qui fait que les sportifs ou les sportives ne font pas le pas ou n'appellent pas directement ou que même leurs entraîneurs leur en parlent pas, c'est qu'il y a comme un imaginaire où il faut qu'ils soient forts mentalement et que même se disent je suis fort mentalement, c'est pour ça que je fais du sport et que du coup ça omnibule un petit peu, ça cache, ça met une zone d'ombre dans des endroits qu'ils n'ont pas trop envie de regarder. Et ils y vont un petit peu par la volonté. En fait, on a une capacité, les êtres humains, par la volonté, à forcer à ne pas regarder ce qui fait défaut, ce qui fait un peu mal, ce qui est difficile, les blessures, les traumas, et ils foncent, ils foncent, ils foncent. Et là, on se rend compte aujourd'hui, et c'est aussi un des éléments pour revenir à la question présente qui fait que la préparation mentale prend de plus en plus de place et qu'il y a de plus en plus de sportifs et de sportifs qui osent parler de leurs blessures, ce qui n'était imaginable à quelque temps, mais alors qu'elles étaient là. Hein. Mais là, on voit des sportifs alors qui ont gagné des choses, qui disent qu'ils étaient en dépression au plus haut, quand ils étaient au plus haut de leur performance. Tu vois, je me rappelle d'un Thierry Henry, enfin, un des footballeurs les plus connus en France, quand il était en interview, on a l'impression que rien ne l'atteignait, que le mec, je sais pas, qu'il était fort. On aurait dit, alors lui, il est fort mentalement, il avait un, deux mots, il n'y avait pas de problème. Et il nous explique il n'y a pas longtemps, alors vous imaginez, il a attendu de finir sa carrière, vraiment d'avoir un certain âge pour dire qu'il était en dépression, le mec. Alors qu'il gagnait, hein. Alors qu'il gagnait des choses, qu'il était un des meilleurs joueurs du foot de la planète. Et c'est pareil avec la gymnaste Biles, là, qui explique qu'elle était en dépression aussi. En fait, tous ces gens qui manifestent aussi qu'ils ont des failles, des blessures et tout ça, ça ouvre ce champ-là et ça permet vraiment de découvrir que ce n'est pas parce que on est sportif ou sportif de haut niveau qu'on n'a pas une dimension de vulnérabilité. On l'a toutes et tous.
Et que ce n'est pas parce qu'on regarde cette dimension de vulnérabilité qu'on n'est pas fort mentalement. Au contraire, et ça c'est vraiment des tenants que je tiens, c'est une personne qui est forte mentalement, c'est quelqu'un qui est capable de regarder ses parts d'ombre et de leur donner leur juste place. Hein. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire, je peux donner de la place à toutes les parts de moi-même, même ce qui est le plus difficile, mais je leur donne sa juste place, c'est-à-dire que ça ne prend pas toute la place dans ma vie. Et pour moi, cette posture d'entre-deux, d'équilibre, de voie du milieu, et ce qui fait qu'on est un sportif, une sportive qui est fort mentalement, c'est-à-dire qui peut regarder ce qui est difficile. Et c'est un de mes combats quand je rencontre les sportifs et les sportifs, c'est leur faire découvrir, enfin, c'est même pas un combat, c'est leur faire découvrir ce champ des possibles par la possibilité de rencontrer leurs blessures et que loin de les rendre plus faibles, c'est ça qui va les rendre plus forts. Donc, pour répondre à ta question, je pense que pour la grande majorité des sportifs et sportifs, notamment les plus jeunes et ceux qui démarrent, parce que quand tu as un peu d'expérience, ça commence à se faire tout seul, c'est d'aller leur faire découvrir que dans un cadre sécure, ils peuvent aller rencontrer ce qui est le plus difficile avec justesse et que c'est ça qui va les rendre vraiment forts mentalement. Même si c'est sûr que quand on est sportif et sportif du monde, il y a quelque chose d'une force de la volonté qui s'est inscrite chez eux dès le départ. Et c'est aussi pour ça que ça me plaît de travailler avec ce public. Il y a quelque chose d'une envie, d'un désir, d'une force de vie qui est en eux, qui fait qu'ils en sont là. Quand je les rencontre dans la préparation mentale, je trouve ça tellement beau. Donc oui, c'est aussi passionnant de travailler avec des gens qui font des choses dans leur vie, voilà, qui prennent leur vie au sérieux. Et pour moi, tout le monde est capable de ça. Hein. Mais là, ils sont arrivés à un endroit qui fait que j'aime bien travailler avec eux à cet endroit-là. Hmm. Alors là, voilà, tu as commencé un peu à parler de la voie que tu proposes aux athlètes. Et là, ce que je me disais, c'est que peut-être des gens qui écoutent, on se dit, ah tiens, ah, un préparateur mental, c'est intéressant. Peut-être que c'est déjà surprenant ce que tu dis, de parler de vulnérabilité, de parler d'aller vers les zones d'ombre. Est-ce que tu es d'accord de de raconter un peu plus? Qu'est-ce que il y a dans ton approche? J'imagine que le chemin est différent avec chaque athlète, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même un certain chemin que tu proposes? Et peut-être Mm. quelques exemples de qu'est-ce que tu fais en début d'accompagnement, voilà, quels sont les différents axes que tu travailles. Mm. C'est sûr que moi, ce qui est très, très important avec les athlètes que j'accompagne, c'est déjà de leur dire dès le départ que ce que l'on va vivre là ensemble, c'est quelque chose d'unique. Que moi-même, là, dès la première séance, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc j'ai à la fois, bien sûr, je me suis formé, j'ai la pratique de la méditation, j'ai d'autres outils comme la visualisation qui vont me permettre d'avoir des points de repère et des jalons à partir duquel je vais pouvoir proposer des choses. Mais vraiment, moi, dans le départ, quand je rencontre un nouvel athlète ou une nouvelle athlète, je suis un peu comme ça dans cette voilà, je fais exprès de mettre dans cette posture où je ne sais pas trop à l'avance ce qui va se passer pour m'aider à me mettre dans une attitude d'ouverture vraiment inconditionnelle pour lui donner vraiment toute la place et pour lui manifester que c'est à partir de ce qu'il va me dire là qu'on va construire son accompagnement. Et que au fond, ça c'est vraiment mon aspiration profonde, que mon métier, la manière, mon éthique du coup, c'est de travailler à ma propre disparition. C'est un peu fou, mais en fait c'est à un moment je vais créer un espace sécure, unique. Et pour moi c'est ça, l'espace sécure, qui va permettre à un athlète et une athlète pendant les temps où on fait nos séances, de pouvoir avoir un endroit où il pourra petit à petit se sentir comme à la maison, comme il est, entièrement comme il est. Et dans cet espace où il va apparaître comme il va se rencontrer, comme jamais il s'est rencontré peut-être dans sa vie. Je vais l'aider à se découvrir, parce que souvent les athlètes, ils croient qu'ils se connaissent, mais en fait, quand tu commences à les questionner, tu te rends compte qu'ils ont beaucoup d'idées sur ce qu'ils sont. Et que le travail de préparation mentale, c'est les libérer des idées qu'ils ont sur eux-mêmes, des théories qu'ils ont sur eux-mêmes, pour aller à la rencontre de ce qu'ils vivent vraiment, de leur expérience. Et ça passe notamment par une découverte de la sensorialité, parce qu'on ne peut pas faire l'expérience de ce qu'on vit sans rentrer dans un rapport sensoriel à ce qu'ils vivent. Et à partir de cette expérience-là, ils vont gagner en liberté, en autonomie, parce qu'ils vont être de plus en plus capables d'écouter ce qui est dit dans leur être profond. Ils vont plus faire par rapport à ce qu'on leur a dit, ce qu'ils imaginent être bien. Ils vont commencer à agir, notamment dans l'action sportive, à partir de ce qu'ils sentent là dans le moment présent. Et là, ils vont à la fois
agir de manière la plus juste possible parce que leur action dans le moment présent va être ajustée. Ils vont se faire encore plus confiance, ils vont faire confiance à leur instinct, leur capacité propre. Et donc, du coup, ils vont développer une beaucoup plus grande confiance en leurs possibilités et donc devenir beaucoup plus autonomes. Et quand je disais travailler à ma propre disparition, c'est que mon éthique, c'est de surtout pas créer une relation de dépendance, qui est un des pièges de la préparation mentale. C'est de créer, et que moi j'ai travaillé depuis le début en tant qu'éducateur spécialisé, ça c'est vraiment la chance que j'ai eue, parce qu'on nous apprend à créer une relation de confiance, à être un repère identificatoire pour certaines personnes qu'on accompagne, mais de surtout pas tomber dans le piège de devenir, parce que pour l'accompagnant, c'est un piège parce que ça crée une forme de reconnaissance personnelle. On est reconnu en disant putain, ça y est, la personne, elle a besoin de moi. Il y a un truc un peu qui nous permet de se sentir un peu bien dans sa peau, de se sentir utile. Mais ça crée beaucoup, beaucoup de dégâts dans le monde de la préparation mentale et dans le monde des coachs sportifs, tous les gens qui accompagnent en fait. Et que moi, mon aspiration, mon éthique, c'est qu'au contraire, elles se sentent tout à fait capables, au fur et à mesure du temps, de découvrir que les propres solutions, c'est elles qui les a. Et qu'au fond, moi, je vais pas. Au début, ils veulent tous qu'on ait ils pensent qu'on va avoir les solutions qui vont les aider. Non, en fait, petit à petit, on leur dit pas, j'ai aucune solution, parce qu'ils vont dire, bon, ben, ciao alors. Mais au fond du fond, on n'a aucune solution pour le sportif, pour la sportive. On va créer une ambiance, on va créer un espace sécure, on va amener des conditions, on a des outils bien sûr, mais pour que peu à peu, la personne que l'on accompagne découvre qu'elle a les propres solutions à ses problèmes. Et pour moi, c'est ça le plus gratifiant. Et quand tu vois, la sportive, elle va me dire, voilà, je peux partir en compétition et je peux y aller en autonomie, j'ai mes outils, je sais quoi faire. Et puis voilà. Et ça pour moi, c'est plus important que putain, Mathieu, je suis en galère. Alors si elle m'appelle, je suis là à des moments, bien sûr, mais je serais plus fier que si elle n'ait pas besoin de moi un week-end, qu'elle m'appelle et me dire ah ouais, vraiment, elle a besoin de moi, je suis quand même fort parce que je lui ai dit les mots qui ont marché. Oui, peut-être, mais c'est pas ça le plus profond. Donc voilà, ça, on va dire ça, c'est vraiment un des traits de mon accompagnement et qui fait qu'à partir du début, petit à petit, je les aide à se rencontrer. Je sais pas si après il y a plein d'autres choses que je pourrais parler sur ma méthode. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux Bah, peut-être une précision, ce qui me venait à l'esprit là, c'est que bah, tu nous disais, tu as coaché des champions olympiques, les meilleurs du monde dans leur domaine. Et si toi, tu veux continuer d'avoir du travail, ben, j'imagine qu'il faut quand même que les athlètes y performent. Donc, si Hmm. on creuse un peu cette notion de performance, et alors, tu disais, ben, mieux se comprendre permet de mieux après s'adapter, faire de meilleurs choix. Mais voilà, ouais, si on creuse un peu plus cette idée de performance, qu'est-ce qui va les amener à performer vraiment? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi un lien avec le bonheur, le bien-être dans tout ça? Hmm. Oui. Quels sont les liens entre les deux? En fait, et donc du coup, merci du coup pour cette question. Et c'est vrai que dans les premiers moments de l'accompagnement, très très vite, je vais essayer de leur montrer que ce qui va être très important pour eux de mettre en lumière, c'est quelles sont les sources de motivation, de redécouvrir ou de découvrir ou d'aller à la recherche des sources de motivation profondes qui les amènent à faire ce sport et à donner autant d'énergie, autant de temps et autant parfois de souffrance à cette activité sportive qui prend presque toute leur vie. Et pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui les porte dans ça? Voilà, d'aller chercher vraiment les sources. Alors, ça n'a pas besoin d'avoir des réponses là sur les 3 premières séances, mais on va dire que moi, je leur dis, voilà, ça, c'est le fil rouge. Et qu'on va travailler chaque séance, chaque moment. Moi, j'aurai toujours à l'idée que si à un moment, j'entends quelque chose qui est lié à tes sources de motivation profonde, eh bien, on va aller les chercher. On va dire, ah, là, il y a quelque chose d'important que tu as dit. Et parce que je suis bien parce que j'ai conscience que si la personne arrive à voir, parce que des fois on n'en est pas vraiment conscient, mais si elle découvre et redécouvre les sources de motivation profonde de pourquoi elle fait ce sport, elle va retrouver quelque chose qui l'aligne en fait. En fait, c'est ça, c'est trouver une forme d'alignement et ce sera vraiment à sa place, aligné à cet endroit-là, parce que c'est ça qui la motive. Et elle va retrouver la dimension de plaisir. Elle va sentir du coup qu'elle s'épanouit personnellement et c'est pour ça que moi-même, dans les questionnements que j'établis avec la personne, on va vraiment sur tous les champs, la vie personnelle, si elle veut, mais tout est ouvert. On peut travailler sur tous les aspects.
Si certains font des études à côté, parce que j'ai pas mal d'adolescents qui continuent leurs études, on travaille cet aspect-là. Parce que je suis un peu dans la lignée des préparateurs mentaux qui pensent, et qui ont découvert, hein, c'est même pas penser, c'est découvrir que si un athlète est épanoui personnellement, en tout cas s'il est sur un chemin d'épanouissement personnel, eh bien, ses performances sportives vont s'en faire ressentir. Donc, j'axe pas forcément mon travail uniquement sur le résultat, même si on y travaille sur le résultat, mais plutôt sur, d'une manière plus holistique, sur la globalité de la personne. Et ça, par rapport à l'épanouissement personnel, c'est pour ça que moi, j'essaye avec les sportifs de leur faire découvrir un peu la différence que je vois, mais c'est des noms, des mots, hein, entre la performance et l'excellence. Et je trouve qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, on est pris beaucoup, enfin, beaucoup sont pris par l'idée de performance, donc de performer, donc de faire des performances, et ça omnibule un peu sur le résultat. Et que ce résultat, s'il est trop au devant de la scène, en fait, c'est là que ça enlève le plaisir pour beaucoup. Ça devient mécanique, ça devient plus une possibilité de s'accomplir, mais plus voilà un taf qu'on fait pour être performant. Et souvent, hein, quand il n'y a que la performance dans cette vision-là qui est au cœur de leur attention, quand ils ont des performances, ils s'en réjouissent même pas. Il y a déjà le truc d'insatisfaction d'aller vers l'autre performance, d'aller plus loin. Il y a quelque chose, si l'épanouissement personnel, l'accomplissement que l'on trouve dans le sport n'est pas au cœur de l'attention des athlètes, ils ne seront pas heureux. Et c'est là qu'on trouve des athlètes qui peuvent gagner, mais quand tu vois leur vie, quand tu les vois être, tu sens que ça pue ça sent qu'ils sont mal, quoi. Ils sont pas bien dans leur peau. Et donc, voilà. Et l'excellence, c'est pour ça que je travaille avec des sportifs de haut niveau. C'est cette envie d'être peut-être le plus fort, c'est d'être envie d'être dans l'excellence de leur manière d'être à ce moment précis. Il y a plus le moment présent. Il y a quelque chose qui s'intègre plus là dans un rapport plus existentiel. Voilà. Et on sent que là, on parle à quelque chose qui les accomplit dans leur vie. Moi, c'est ça, le sport, il m'a sauvé la vie. Donc, je sais bien que le sport peut être un espace d'accomplissement spirituel, si on peut même aller jusque-là, spirituel dans le sens d'esprit, d'un accomplissement humain, comme l'art, comme toutes les autres activités, comme l'art, comme un boulot qui nous plaît, qui peut être voilà, un cuisinier qui fait ça, ben, ça devient un art, et du coup, à partir de là, il s'accomplit existentiellement dans son existence. Voilà, n'importe qui. Et donc, le sport, pour moi, c'est un endroit, si on y va dans cette direction, c'est magnifique. Ils le disent, de toute façon, ils sortent de l'entraînement, ils se sentent bien accomplis. Tout d'un coup, ils sont réunifiés, rassemblés, réconcilier. C'est ça qui m'intéresse. Et paradoxalement, quand on travaille ça, les résultats deviennent un fruit et il vient. Hein. C'est ça il est là. Ça devient un fruit, mais pas l'objet de toute notre attention. Voilà, c'est un peu ça, la voie que je suis. Merci beaucoup de ton partage, Mathieu. Je ressens ta passion, je le sens dans mon corps. Je sens, en fait, ta vibration, ça fait quelque chose. Ouais, physiquement, je le sens. Et ça me met déjà en joie, en fait, de sentir ça et que, ben, possiblement, justement, il y a des jeunes ou des adultes athlètes peuvent être inspirés par ce que tu dégages, par cette envie-là, par ce besoin, cette envie d'excellence. Mais voilà, commencer à vouloir entraîner son mental, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on doit faire, par où on devrait commencer, puis on voit que c'est tout un chemin, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui peut prendre de la place. Est-ce que pour toi, il y aurait quelque chose à expliquer de l'ordre des premiers pas, les bases à explorer? Comment, si quelqu'un qui nous écoute est un peu intéressé, se dit, ouais, non, mais c'est ça que je veux, c'est ce que tu es en train de raconter que je veux, qu'est-ce qui doit, voilà, un peu les premiers pas, qu'est-ce que tu lui indiquerais, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Hmm. Donc, merci beaucoup. Donc déjà, voilà, donc la première étape, qui est un des éléments importants, c'est trouver les sources de motivation. Et donc ça, comme c'est pas toujours clair dès le départ, ben, il va y avoir un travail qui va être fait pour justement aider le sportif ou la sportive à découvrir, en fait, à se découvrir et à découvrir quelles sont ses sources de motivation. Et pour moi, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe de la parole, qui est pour moi un axe qui est essentiel. Et donc moi, à partir de l'axe de la parole, ça va être voilà, le moment de la préparation mentale, le moment de la séance de préparation mentale, c'est un moment, un espace qui leur est ouvert où la parole est possible. Et une parole, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être vraie,
Et au début, alors ils savent pas très bien, mais moi je leur dis, voilà, j'essaie de vraiment créer les conditions avec eux dès le départ pour leur dire, voilà, c'est un espace sécure, il y a un espace de confidentialité, tout ce que tu diras restera vraiment entre nous. Si à un moment, tu penses enfin, si je pense qu'il faut qu'on parle de quelque chose, on en parlera, ça, mais la confidentialité. Et puis à partir de cet espace où ils découvrent peu à peu qu'ils vont pouvoir être entièrement comme ils sont, parce qu'en fait, beaucoup de sportifs et de sportifs de haut niveau, parce qu'ils sont pris dans cette idée de performance, qui doivent être tout le temps parfaits, parfaites, n'ont pas beaucoup d'espace où ils peuvent être eux-mêmes, c'est-à-dire où ils peuvent apparaître avec leurs failles et aussi leurs forces. Donc là, moi, je veux leur faire découvrir qu'il y a un endroit où c'est possible, c'est avec moi. Et ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Des fois, en une séance, ils sentent, ça se sent de toute façon. Et moi, pour comment j'invite la possibilité que la parole soit la possibilité d'un premier travail d'ouverture mentale, c'est que je leur posais plein de questions. Voilà, moi, je pars par le questionnement. Je questionne beaucoup. Et à partir de ce qu'ils vont dire, eh ben, je vais essayer de questionner pour aller plus loin. Questionner. Parce qu'en fait, ce qui brise, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin que les idées, parce qu'en fait, quand on parle, la plupart du temps, au départ, on a des idées sur ce qu'on est. Et donc, les premières choses qu'on dit, quand on dit, ben voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses de toi, nan, nan, on a d'abord les idées. Et les idées, c'est pas la réalité. Et donc, moi, par le questionnement, je vais essayer d'aller plus loin pour essayer d'aller derrière les idées, derrière ce qu'elles croient être la théorie, en fait, parce que les idées, ça a été construit par son histoire de vie, par ce que nous dit mon coach, ce que me dit ma mère, enfin, peu importe. Et là, en allant derrière les idées, on va rentrer dans plus le phénomène de ce qu'ils vivent. Et notamment, j'aime bien travailler, notamment avec les sportifs et les sportifs, sur les phénomènes où ça marche, par exemple en compétition, à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe quand ça marche, et donc de creuser avec eux, qu'est-ce qui se passe quand ça marche, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand ça marche, qu'est-ce qui se passe autour de toi, quelles sont les pensées que tu te dis quand ça marche, enfin, vraiment de creuser le quand ça marche, et de peu à peu aller au-delà des idées, aller sur le phénomène lui-même. Et pareil, quand ça marche pas, c'est comment? Et alors là, on y va. Et quand ça marche pas, c'est comment? Et donc là, ils décrivent des expériences où ça marche dans leur sport et où ça marche pas. Et à partir de là, moi, je vais avoir plein d'éducations et eux-mêmes vont s'étonner. Ouais, c'est ça qui est beau dans le pouvoir de la parole, tu vois, par le question, tout d'un coup, tu vas les voir, ils vont commencer à parler d'un truc, et tu vois que quand ils parlent, c'est comme si c'était la première fois qu'ils voyaient ce qu'ils étaient en train de voir en même temps qu'ils te le disent. Tu vois, c'est comme si leur pensée s'apparaissait, comme si l'expérience qu'ils avaient vécue et qu'ils avaient classée dans une case, parce on sortait de la case, on se disait, mais attends, ouvrons un peu plus. Tout d'un coup, ça s'ouvre et ça va plus loin. On va plus loin, on a plus de détails, c'est plus précis. Et dans ce travail de précision de la parole, eh ben, on découvre que le champ de l'expérience est beaucoup plus vaste que les idées et des cases qui se font dans le moment. Tu vois, très vite, ils classent dans des cases, on a tous des cases. Voilà. Et donc, où la parole est un pouvoir, c'est que parfois, même le simple fait de dire quelque chose qu'ils ont gardé pour eux tout le temps et qu'ils disent, voilà, voilà comment ça se passe, mais juste là, c'est magique. Le simple fait de le sortir de sa tête et le dire à quelqu'un alors qu'ils l'ont jamais dit, déjà, ça ouvre. C'est comme s'ils mettaient à distance quelque chose qui était figé. Tu vois, c'est dans leur tête, c'est eux, ils en ont jamais parlé. Tout d'un coup, par l'espace sécure que tu ouvres, tu vois, ils en parlent, donc du coup, ça ouvre un espace, ils ont un peu plus de distance avec ce qu'ils ont dit et avec le phénomène. Et moi, je rebondis, donc du coup, le problème devient un peu au cœur de notre relation, un peu éloigné de ce qu'ils vivent. Et là, tout d'un coup, déjà, cet espace-là, ça leur permet de faire un pas de côté. Et le pas de côté est la première étape du changement, en fait. Et à partir de là, je leur fais découvrir, ça, c'est vraiment mon expérience, que rien n'est figé, en fait. Et par la confiance que j'ai que rien n'est figé, parce que c'est vrai que rien n'est figé, ben, ils découvrent et après ils en font l'expérience quand ils reviennent sur le terrain du sport et tout ça, que toutes les idées qu'ils ont sur eux, ben, ça c'est souple et malléable. Et donc là, du coup, leur vie devient beaucoup plus malléable et on travaille la souplesse d'esprit. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler je leur dis, de toute façon, voilà, le prépa physique, il leur fait travailler la souplesse du corps, moi, je fais travailler la souplesse d'esprit. Donc ça, c'est un premier aspect, la parole. Et puis, comme je vous disais, en fait, le deuxième travail qu'on fait, c'est le travail notamment avec les pratiques que je leur propose. Et ça va être un travail beaucoup plus de rassemblement corps-esprit. Là, c'est plutôt leur faire découvrir le corps par des pratiques, notamment, donc je vous disais, j'étais formé à la méditation, comme vous, et puis les visualisations aussi, qui est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans ma pratique de préparateur mental aujourd'hui. Et donc là, on rentre vraiment dans la rencontre avec leur présence corporelle. Et ça, franchement, si on aide les sportifs, parce qu'en fait, tous les sportifs, la plupart, ils sont dans leur tête. Et là, comme eux, leur corps, ils travaillent tous les jours. Leur corps, il a une intelligence, il a une puissance. Je veux dire, leur corps, il est ultra fort. Et si tu les aides à refaire le lien corps-esprit, là, leur corps, il va leur faire des cadeaux de malade. Et en fait, donc voilà, donc le deuxième aspect, en fait, là, je suis plutôt un préparateur corporel parce que
qui au fond réunit corps, esprit, souffle, émotion, tout ça ensemble. Et là, ils deviennent un être complet. Et leur corps, là, leur enfin, ça redevient un peu la magie qu'ils connaissent des fois dans des moments où ils lâchent complètement le mental et ils découvrent que leur corps a plein de possibilités, l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sensorielle. Et ça, c'est tout un autre aspect du travail. Donc là, voilà, il y a plein d'autres choses, mais voilà, je pense que les deux aspects, c'est la parole, le pouvoir de la parole et le pouvoir de retrouver son corps par des exercices. Merci, c'est hyper clair. On sent complètement le premier volet sur la relation et ce deuxième volet plus sur le corps et sur une pratique, hein, sur un entraînement. Alors du coup, presque plus mental, mais un entraînement assez global. Et puis, tu penses que tu pourrais nous guider, prendre peut-être une minute justement pour nous, peut-être essayer de nous faire sentir un petit peu ce que ça pourrait être une pratique, donc vraiment dans ce deuxième volet, hein, qui fait partie de ta préparation. Prendre une minute pour nous guider dans une pratique. Est-ce que ça irait pour toi? Oui, avec grande joie. Et avant de le faire, peut-être de dire que ce volet pratique, exercice, où on fait un travail pour réunir le corps et l'esprit, c'est une manière de redonner de la place à ce qu'on appelle, en tout cas moi dans la préparation mentale, ce qui est un des volets très importants, la présence. Et c'est aider ces sportifs et ces sportives à retrouver le goût de la présence complète quand ils retrouvent leur corps, leur esprit, et découvrir qu'en fait, chaque performance sportive qu'ils ont fait dans leur vie, si on les reprend en arrière, ils étaient complètement présents et qu'il n'y avait plus de séparation. Quand ils décrivent, hein, moi, au début, ils ne s'en rendent pas compte, mais quand je les aide à décrire, ils se rendent compte très vite qu'il y avait une non-séparation corps-esprit. Et donc, avec ces petits exercices, et dans celui, moi, voilà, je vais vous parler moi d'un exercice que je fais presque tout le temps avec eux, c'est la pratique des quatre forces, qui est pour moi la pratique de base avec laquelle je travaille et qui est voilà, retrouver le champ de présence qui est là, possiblement accessible tout le temps et qu'on peut redécouvrir par la sensorialité. Ben, du coup, on va le faire. Donc là, pour les personnes, c'est simplement se poser là où ils sont, comme ils sont, sans vraiment se prendre la tête avec comment ils doivent être, mais juste se poser et sentir que pendant cette minute-là, ils vont pouvoir s'autoriser à être entièrement comme ils sont. Pendant cette minute, il n'y a rien à réussir. Quoi qu'il se passe, c'est OK. Vraiment sentir, et vraiment, vous pouvez vous le dire à vous-même, là, pendant 7 minutes, quoi qu'il se passe, c'est vraiment OK. Et la première force qui nous permet de nous relier à ce qui se passe, c'est d'écouter. Là, vous entendez ma voix. Juste vous écoutez ma voix, et puis quand ma voix s'arrête, vous écoutez ce qui se passe là où vous êtes. Voilà. Juste écouter comme manière de sortir de soi, sortir de sa tête, simplement être ouvert à ce qui se passe autour de nous et à l'atmosphère sonore. Et tout en gardant contact avec l'écoute, là, juste essayer de sentir votre présence corporelle telle qu'elle est là. Juste les sensations du corps. Ça peut être très léger, juste voilà, sentir, être votre bassin qui est posé là, assis. Si vous êtes assis sur une chaise, moi je suis assis sur une chaise, voilà, je sens mon bassin, je sens mes cuisses, mes mains, mes pieds. Juste les sensations du corps, comme possibilité de retrouver un rapport sensoriel au présent. Même on peut sentir la température de la pièce là. Où vous êtes là, quelle est la température? Ouais, ça, c'est la deuxième force. Et pareil, on garde contact avec l'écoute, on est avec les sensations du corps et dans ces sensations corporelles, on va essayer de sentir le souffle.
la respiration, c'est la troisième force. Juste sentir l'air qui entre et qui sort de vous. J'inspire l'air. Vraiment, vous sentez qu'il y a vraiment de la confiance là qui vient. J'inspire de l'air, de la confiance. Et puis je l'expire. Et peut-être que tout ce qui vous prend un peu la tête en ce moment, vous l'expirez. Voilà. Vous abandonnez tous les obstacles. Et puis vous inspirez la confiance. Voilà. Et la quatrième force, c'est vraiment quoi que vous sentiez dans ce moment, que vous ayez des pensées, que vous ayez sensation d'être pas trop à l'aise ou au contraire très ouvert, si vous avez des pensées, peu importe ce qui est là, vous l'acceptez sans condition. Vous accueillez tout ça. Vous accueillez la réalité telle qu'elle est. Vous cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Juste comme vous êtes là. Vous assumez. Vous assumez ce que vous êtes, ce que vous sentez. Et voilà. Merci beaucoup, Mathieu, pour ça. Euh, Tu parlais des idées qu'on a, et je sais que même si j'accompagne aussi des athlètes, je peux facilement idéaliser quand j'entends parler d'autres accompagnements. Là, je t'entends parler, je me dis, waouh, ça va être magnifique d'être accompagné par Mathieu. Et si je fais aussi le parallèle avec la méditation, ben maintenant, moi, j'en parle depuis longtemps et méditer, souvent, hein, on me dit, j'imagine, vous rencontrez la même chose, c'est, ah, mais je médite pour me déstresser, je médite pour me sentir mieux, je médite, Et puis, bah, j'imagine que dans cet accompagnement, dans ce travail mental, ben, c'est complètement normal de passer par de l'inconfort, par des difficultés. Et du coup, tu dirais, j'imagine, là, il y a beaucoup à dire aussi, mais ce serait quoi les difficultés principales que les athlètes y rencontrent pour travailler leur mental? Une fois que tu as Mm. commencé déjà cet accompagnement, c'est quoi les plus gros challenges pour les athlètes? Ben, je crois que c'est le mot que tu as dit. C'est l'idéalisation. Mhm. Voilà, pour moi, c'est le mot qui nous bouffe tous la vie. C'est, et qui est alimenté par tout ce qui est autour de nous. Ça veut dire que on est un peu toutes et tous isolés aujourd'hui parce qu'il y a peu d'endroits où on peut être vraiment authentique, parler vraiment de nos difficultés. Et justement que moi là, qui travaille avec, comme tu disais, les plus grands sportifs, il y a une dimension de vulnérabilité chez eux. Elle est là, qu'on le veuille ou non. Et chez tous les êtres humains, c'est pareil. Je travaillais, quand j'étais éducateur de rue, en fin de carrière dans la rue, je travaillais avec les plus durs, mais tu les vois dehors, tu dis, ils ont aucune faille. Ils sont capables de faire des choses très, très graves. Et quand tu rentres dans l'intimité, tu te rends compte qu'ils ont un cœur, qu'ils ont des peurs, qu'ils ont une vulnérabilité. Donc, existentiellement, on a tous une part de vulnérabilité et on est dans un temps qui refuse ça, qui nous fait croire que ça, c'est la faiblesse et qu'il faut surtout ne le cacher. Et donc, du coup, tous les sportifs et les sportifs de haut niveau qui sont, eux, au plus haut de ce qu'on imagine, même les chefs d'entreprise, quand ils voient un sportif de haut niveau, ils se disent que c'est le top du top, même plus haut qu'eux. Et donc, du coup, ils peuvent pas vraiment rencontrer cette part de vulnérabilité qui les constitue pourtant, elle est là, hein, ils le savent. Hein. Et donc, du coup, ils idéalisent beaucoup ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent être les autres, très, très, avec le système de comparaison dans lequel ils croient que vraiment c'est les seuls qui galèrent et qu'ils essayent de faire semblant pour faire semblant que ça va, mais que ça tient un peu le choc à faire semblant, mais qu'en fait, tous les autres, ils ont vraiment cette surconfiance et qu'ils n'ont vraiment pas de problème, ce qui est complètement faux, mais vraiment tellement faux. Donc, pour moi, cette idéalisation, c'est le plus grand obstacle qu'on rencontre dans la préparation mentale, aussi bien pour nous par rapport à ce qu'on leur propose que eux par rapport à l'idée qu'ils ont d'eux et de leurs difficultés. Donc tout notre travail, au fond, c'est de les aider, et c'est pour ça que la pratique méditative est pour moi un point d'appui extraordinaire et précieux pour les aider à découvrir que
ce n'est pas en ressemblant à l'idéal de ce qu'ils voudraient être qu'ils vont être heureux ou qu'ils vont gagner les Jeux Olympiques, c'est en étant en accord avec ce qu'ils sont là maintenant. Et que si on regarde vraiment, hein, même ceux qui ont gagné tout ça, c'était pas forcément quand tu les interviews, ceux qui ont gagné, qui ont été champions olympiques, qui ont vécu une journée magique, c'est sur une journée souvent. C'était pas forcément leur meilleure journée, hein, au départ. Mais c'est qu'à un moment, ils se sont alignés avec l'état dans lequel ils étaient et ils ont fait avec. Ils ont fait avec ce qu'ils étaient. C'était pas parfait, leur rituel. Moi, ce que j'ai, donc il y en a plein qui ont des sportifs, qui ont des rituels, qui ont des cadres et tout ça. Et c'est important de travailler le cadre. Mais moi, je pense que ce que je dois leur apporter le plus, c'est bien sûr de faire avec leur cadre, mais de faire avec surtout les obstacles et d'être capable de cette souplesse avec les obstacles qu'ils vont rencontrer et d'être capable d'accepter sans condition tous les déboires qu'ils vont avoir dans une journée, tout ce qui ne ressemble pas avec leur plan, et que c'est ça qui va faire qu'ils vont gagner une compétition et qui vont être capables de faire feu de tout bois et qui va leur donner vraiment confiance. Donc, sortir de l'idéal pour rencontrer la réalité. Et la méditation, c'est la voie royale parce que là, quand on médite, on peut faire semblant que tout va bien, hein, mais très vite, on se rend compte, non, mais c'est un confort, il y a des pensées, on a envie de dormir et tout ça. Et moi, je les aide par des petits moments, là, tu vois. Bon, là, on l'a fait, je sais pas, un peu plus d'une minute, je pense, mais sur des temps comme ça de 5-6 minutes, quand tu les fais travailler sur Ah, tu leur dis, voilà, le réel, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et demain, tu le fais à notre traiteur. Et voilà, et qu'est-ce que tu fais avec ce réel? Et comme ça, tu les aides à travailler avec la réalité plutôt qu'avec l'idéal. Et c'est ça qui fait qu'ils deviennent, qu'ils gagnent. Ouais, merci d'amener ce sujet de la vulnérabilité. Je crois que c'est quelque chose aussi en tant que coach, aussi en tant que quelqu'un qui transmet la méditation. J'ai l'impression qu'on touche un point clé de l'ouverture et de l'approfondissement de ce que ça peut être l'entraînement mental. Puis du coup, bah, j'ai la question bah, tu vois, tu nous as guidé dans une pratique. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez personnel, mais ben, on entraîne aussi avec Jackson des équipes en handball, en basket. Et du coup, on imagine bien qu'il y a des dynamiques particulières au fait que ce soit un entraînement mental pour une équipe. Est-ce que tu as une expérience par rapport à ça et comment tu abordes le travail mental à l'échelle d'une équipe entière? Mhm. Ouais, oui, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler aussi sur la dynamique de groupe. Et c'est vraiment ça. Pour moi, en fait, je pense que le travail mental personnel, c'est quelque chose qui s'est ouvert pour moi dans ma vie après. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai fait que de la dynamique de groupe. Quand j'étais éducateur de rue, c'était que de la bande. Quand j'étais dans les lycées et les collèges, je transmettais que dans des groupes. Donc, c'est vraiment quelque chose que je connais et que je côtoie. Et c'est sûr que le bonus là de pouvoir rencontrer un être humain dans un cadre individuel et de pouvoir l'accompagner en particulier, on va vraiment dans des endroits beaucoup plus loin. Et c'est pas du tout le même type de travail que l'on fait quand on rencontre un groupe. Et c'est pas grave. Les deux sont très importants, notamment quand il y a un collectif, quand c'est une équipe de handball, de basket, de foot, de rugby, peu importe. Et quand je pense qu'un préparateur mental ou une équipe de préparateurs mental rentre dans un groupe, il faut garder en l'esprit qu'il faut faire les deux. On ne peut pas faire juste le travail de groupe sans passer par un travail individuel. En tout cas, ça ne porterait pas autant ses fruits. Après, le travail individuel, il y a à voir avec le coach ou avec les joueurs si c'est sur le côté facultatif, c'est-à-dire c'est ceux qui le souhaitent, sur la base du volontariat et tout ça, mais et du coup, quand on fait un travail collectif avec une équipe et qu'en même temps, avec certains, on fait un travail individuel, pour moi, là, ça donne vraiment corps et puissance à l'accompagnement. Et si on reste sur l'accompagnement collectif, ben, les exercices, on peut les partager à tous. Dans les méditations, moi, voilà, on peut faire des méditations au groupe. Et justement, ce qui peut être intéressant, c'est moi, ce que je fais beaucoup travailler, donc c'est on médite. Donc, on rencontre son expérience là dans le moment présent à travers les quatre forces, comme on l'a fait tout à l'heure. Et après, il y a un peu avoir un moment d'échange où les gens parlent un peu de leur expérience. Et pour moi, là, c'est un premier moment, un premier endroit où je peux essayer de travailler avec eux à partir de la pratique en elle-même, la possibilité de les aider à parler vrai. Voilà, de commencer à parler de leur expérience, comment ça s'est passé pour toi, ouais, là c'était difficile et comment c'était. Et vraiment de les accompagner parce qu'en fait, comme la pratique, on ne peut pas rater, c'est-à-dire que même si un jeune vient dire ouais, moi je me suis endormi, j'ai un peu loupé, je dis ah, mais non, mais là, t'as pas loupé ta méditation, tu t'es endormi. Donc c'est intéressant que tu regardes. Et puis tout d'un coup, dans la dynamique collective, dans l'accompagnement après la pratique, tu aides les sportifs à découvrir qu'en fait, regarder un truc qui va pas complètement, parce qu'avec la pratique, ils vont voir tout de suite ce qui va pas, je n'ai pas été assez présent, parce qu'ils vont tout de suite voir ce qui ne va pas chez eux. Et bien, tu vas pouvoir les aider à voir qu'en fait,
voir le réel et voir ce qui est difficile, c'est pas un problème, mais au contraire, ça peut être un point d'appui et tu vas les aider à valoriser chaque prise de parole. Et du coup, il va y avoir une dynamique de groupe qui va s'établir du parler vrai. Et moi, vraiment, mon intérêt dans une équipe, c'est que peu à peu s'établisse un parler vrai qui s'appuie au début un peu sur l'objet méditation, pas forcément sur l'équipe en elle-même. Et à partir de ce travail-là qu'on fait, en parallèle, on peut avoir des moments aussi à la fin ou dans le groupe. Alors, dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Les dynamiques, blablabla. Da, da, da. Et là, on va parler plus de l'équipe en elle-même. Donc, ouais, le travail de groupe, c'est fondamental. Et puis, c'est là qu'on peut, moi, dans la dynamique de groupe, c'est repérer les leaders. Pour le préparateur mental, je crois qu'il doit avoir une connaissance de celui qui prend beaucoup de place. Parce que si le préparateur mental arrive à capter l'attention des leaders du groupe, eh bien, tout le groupe va suivre, tout le groupe va collaborer. Si par contre les leaders ou ceux qui parlent, ils sont contre votre démarche, ben là, ils vont bloquer le truc. Donc ça, c'était un peu ce que j'avais quand j'allais dans des classes parce que parce que j'ai beaucoup travaillé avec les bandes de jeunes et tout ça. Je me suis rendu compte très vite qu'il fallait travailler avec les plus durs. Et quand on est en groupe, il faut travailler beaucoup avec l'informalité, ça veut dire des moments de cadre, et puis des moments où on côtoie aussi, on va à la rencontre aussi dans les moments informels avec les gars qui ont vraiment du pouvoir dans le groupe pour leur parler, pour dire alors comment tu as vécu ce truc. Et en travaillant à la fois sur le formel et l'informel, ça permet d'amener une dynamique de groupe très puissante et de les aider à travailler. Et voilà, moi, ce que j'aime beaucoup travailler avec les groupes aussi, c'est la puissance de l'état d'esprit groupal. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pousse l'autre, comment ça devient voilà, le pouvoir de la contagion. À la fois la contagion positive et la contagion négative, pour leur montrer les phénomènes. Donc, dans le groupe, il y a aussi beaucoup de théorie, de leur expliquer ce que c'est la préparation. On peut beaucoup plus travailler le théorique. Et c'est pour ça qu'à côté, il faut du personnel pour travailler plus l'expérientiel. Donc, voilà. Donc, c'est super intéressant de travailler avec les groupes. Moi, je trouve ça passionnant. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Et bah, peut-être pour conclure, même s'il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais déjà, merci beaucoup. Une dernière question, peut-être plus personnelle, mais donc, quel a été le meilleur conseil, s'il y a un conseil que tu as reçu toi personnellement pour entraîner ton propre mental, qui a débloqué quelque chose, qui t'a permis d'avancer, ça serait quoi? Je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu et qui m'a aidé à faire tout le parcours que je suis en train de faire, c'est que tout est travaillable. Voilà. Tout est travaillable. Ça veut dire que quel que soit ce que l'on vit, quelles que soient les épreuves et les difficultés, la vie t'offre une occasion de travailler sur un point et que tout est travaillé, c'est-à-dire que tout est modifiable, tout est changeable. Rien qui t'arrive ne peut t'enfoncer complètement. On peut rebondir de tout. Et en fait, avec les sportifs et les sportifs de haut niveau, voilà, c'est devenu un aussi de mes points d'accès très profonds avec eux de travail, cette idée que tout est travaillable, parce que la plupart du temps, ils perdent. C'est ça le truc. C'est à part certains sports, voilà, où une équipe qui gagne tous leurs matchs toute l'année, mais en même temps, s'ils regardent, mais tout, en fait, le sportif et la sportive de haut niveau, c'est pour ça qu'ils sont dans l'excellence, c'est que ils se confrontent à la sensation de perdre et de louper beaucoup plus que la majorité des gens lambda, en fait. L'échec fait partie presque tout le temps de leur vie, puisqu'ils se mettent dans des situations ou en tout cas dans le sport individuel ou même dans le sport collectif où ils peuvent perdre très régulièrement. Donc en fait, avec cette arme de tout est travaillable, c'est l'occasion de les aider à découvrir et à rencontrer l'échec comme une possibilité de sentir que c'est par là qu'ils peuvent travailler, que c'est par là qu'ils peuvent grandir. Et quand quelqu'un assume l'échec comme une possibilité d'être au travail, c'est là que c'est des champions. Tout, quand on rentre, c'est pareil, quand on interview, quand on rencontre ceux qui ont gagné et qui sont bien dans leur peau, hein, toujours ils diront que ce qui a changé leur vie à un moment, c'est le rapport à l'échec. C'est qu'ils ont accepté de perdre et de voir ce qui se passe dans la défaite et de pas être écroulés dans la défaite, mais de se rendre compte que c'est un espace de travail et qui de suite ils rebondissaient. Parce qu'ils ont un rapport à l'échec sain, ils rebondissaient très vite et ils en faisaient une force, ça rentrait dans le processus. Et pour moi, tout est travaillable. Voilà, c'est ce qui, à un moment dans ma vie, m'a permis de faire avec le chantier que j'avais, d'arrêter de rêver les yeux ouverts, d'arrêter de regarder ma vie à partir d'un idéal qui n'était pas le mien et de me dire, voilà, dans ta vie, Mathieu, il y a ça pour l'instant, dans ton chantier. Alors, ça va peut-être grandir, mais
arrête de regarder ailleurs les chantiers des autres en disant ils sont beaucoup plus beaux que le tien. Toi, tu as ça, tu as ces outils, tu as cette terre, elle est comme ça. Tu pourras pas faire cultiver des coquelicots. Non, toi, c'est des tournesols. Et bien, plante, fais tout pour avoir des tournesols. N'essaye pas d'avoir des coquelicots toute ta vie. Tu peux lutter pour avoir des coquelicots. Non, fais des tournesols. Et puis, à partir des tournesols, tu te rends compte qu'à côté, il y avait un truc que tu n'avais pas vu qui pouvait faire peut-être des coquelicots. Mais d'abord, fais le tournesol. Et ça, c'est parce que tout est travaillable avec ce qu'on est. Et donc, voilà, ça, c'est pour moi ce qui a changé ma vie. Ouais, merci, c'est un super mot de fin, j'ai l'impression. Tout est travaillable, on va repartir avec ça et finaliser notre interview vraiment hyper riche, inspirant, à un moment, waouh. Waouh. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci Merci vraiment infiniment. Merci d'avoir Mathieu. pris le temps et d'avoir partagé tout ce que tu fais de manière très personnelle et très directe comme ça. C'était vraiment très riche et j'espère que ça a donné vraiment envie et donné la possibilité que notre esprit est travaillable et que c'est un entraînement. Donc, merci infiniment, Mathieu. Et merci, Avec- Jackson. Yes, merci à toi, Flo. Merci à vous deux pour ce que vous faites. Attends, pardon, je recommence. Je sais même pas la question. T'as trop lâché, t'as trop lâché. Le premier, peut-être le dernier. En groupe, il faut travailler beaucoup avec l'informalité, ça veut dire des moments de cadre et puis des moments où on côtoie aussi, on va à la rencontre aussi dans les moments informels avec les gars qui ont vraiment du pouvoir dans le groupe pour leur parler, pour dire alors. So often in life, we get so caught up in metrics that don't even work. You're being judged by your GPA, your SAT score, how many points you score, how much money you make, what your title is, and none of that can capture your potency. None of that can capture who you are. And you gotta be brave enough to judge yourself on your potency. You with me on that? There's no numbers that can count that. You are not your SATs, you are not your GPA. You are not the money you make, the points you score, the goals you've kicked, none of that. You are a presence. You are a presence. And if you're gonna judge yourself on how potent you are in the present moment, on how you show up each moment in every situation you're in. I'm potent in the present. You can't stop me. I'm potent. I'm potent in the present. I'm powerful. I'm potent in the present. I'm unstoppable. You can't see what I see. Feel my power. You can't faze me. I want you to be a real CEO, a real leader, conscious energy officer. That's potent in the present. Your numbers might be down, your opportunities might be slim, but your presence is potent. Your presence is powerful, and that's as real as it gets. That's a real currency. You feel me on that? That's a real currency.